Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Comment sortir de l'impasse politique en République démocratique du Congo? La communauté internationale s'alarme du retard pris dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi est toujours attendu. Le rassemblement de l'opposition pointe du doigt le pouvoir. La majorité présidentielle assure pour autant que tout est prêt pour le retour de la dépouille de l'opposant historique. C'est ce que nous a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. À la une également, près de 500 migrants ont forcé la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Ils sont entrés dans l'enclave de Ceuta où ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Et puis, les Libyens célèbrent le 6e anniversaire du début de la révolution, un soulèvement qui a mené à la fin du régime de Mouammar Kadhafi, pris dans une crise politique et la menace terroriste. Les Libyens tentent de redresser leur pays. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, pouvoir et opposition avaient amorcé une sortie de crise politique. L'accord de la Saint-Sylvestre avait été négocié sous la médiation de la CENCO, la conférence épiscopale. Mais le chemin de la réconciliation est long et difficile. De nombreux points de blocage demeurent. L'accord n'est toujours pas appliqué. Il a même été stoppé net depuis la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Le rapatriement de sa dépouille est aussi au cœur des débats. Pourtant, pour la majorité présidentielle, rien ne s'oppose au retour du corps d'Étienne Tshisekedi. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, invité un peu plus tôt sur notre antenne. Bien au contraire, ce que nous voulons, c'est que la dépouille mortelle soit rapatriée le plus rapidement possible et qu'on enterre cette grande personnalité avec tous les honneurs dus à son rang. C'est ce que nous attendons. Mais maintenant, c'est la famille, effectivement, qui bloque. Ou même, c'est ce qui nous étonne parce que, comme vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de négociations ou même l'accord qui a été stoppé. Non, pas du tout. L'accord du 31 décembre dernier a prévu qu'il y ait un arrangement particulier pour sa mise en œuvre. Donc, cet arrangement particulier comportait les modalités d'application. Et nous avions réglé le premier problème, celui de savoir la mise en œuvre du comité national de suivi de l'application de l'accord. Cette question a été réglée par un compromis. Il restait maintenant les modalités de désignation du Premier ministre. C'est sur ces discussions que finalement est intervenu le décès du président Tshisekedi. Par conséquent, la conférence épiscopale, sous les auspices desquels se déroulent ces négociations, a préféré interrompre ces discussions en attendant l'enterrement de l'illustre disparu. Est-ce que ce n'est pas ce que souhaite la famille d'Étienne Tshisekedi? Justement, on a entendu Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, dire exclure toute reprise des négociations avant l'enterrement d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas ce que souhaite sa famille. Et selon certains de ses proches, ce serait aussi une manière d'honorer sa mémoire que de poursuivre ce dialogue. S'il vous plaît, quand les évêques ont demandé la suspension des négociations, c'était avec l'accord unanime de tous les négociateurs, c'est-à-dire la majorité comme l'opposition. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de la famille est venue à Bruxelles. Donc on ne pouvait pas négocier alors que les obsèques avaient lieu à Bruxelles et après en prévision aussi du rapatriement de la dépouille mortelle. Par le respect dû aux morts, ça c'est les traditions africaines, nous ne pouvons pas négocier pendant que les obsèques sont en cours. C'est justement pour cela. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que la dépouille mortelle revienne à Kinshasa, qu'on enterre l'illustre disparu et après que les négociations reprennent. On a entendu Félix Tshisekedi dire qu'il faut nommer un Premier ministre. Lui est favori. S'il est désigné officiellement comme le candidat du rassemblement de l'opposition, est-ce que ce sera également le choix du président Kabila et quand sera-t-il nommé? Non, mais écoutez, pour désigner le Premier ministre, encore faudrait-il qu'on conclue l'arrangement particulier. Moïse Katumbi entend rentrer à Kinshasa avec la dépouille d'Étienne Tshisekedi. S'il rentre à Kinshasa, est-ce qu'il sera immédiatement appréhendé ou laissé libre le temps des investigations? Je rappelle qu'il est mis en cause dans une affaire de spoliation immobilière. Et est-ce que vous êtes opposé à son retour? Non, mais poser la question, c'est y répondre. Et il est maintenant sur une procédure judiciaire. Alors, s'il rentre à Kinshasa, il aura affaire avec la justice. C'est ça. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Et ça, dire cela, je ne veux pas interférer dans le déroulement de la justice, ni voir le bien fondé ou non de ce qui lui est reproché. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une procédure judiciaire engagée contre lui. Donc s'il rentre, bon, il assume les conséquences.
Monsieur le ministre, on est pris par le temps très rapidement. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'élection présidentielle se tienne à la fin de l'année 2017 ? Je vous assure que le processus pour l'organisation des élections est en cours. Au moment où je vous parle, la première des choses à faire pour organiser les élections, c'est de déterminer le corps électoral. Vous savez que chez nous, le corps électoral n'était pas déterminé parce que tous les électeurs n'étaient pas enrôlés. Aujourd'hui, là, depuis qu'on a commencé, d'après le calendrier d'ailleurs prévu par la CENI, nous sommes déjà à 12 millions d'électeurs enregistrés. Donc l'opération se déroule normalement. Si bien qu'on peut espérer qu'au mois de juillet, la révision du fichier électoral sera terminée. Donc, la première condition pour l'organisation des élections aura été remplie. C'est tout à fait correct. Moi, je ne comprends pas l'inquiétude. Même là, vous avez parlé de la communauté internationale qui s'inquiète. Mais pas d'inquiétude selon vous? Pas du tout. C'est vraiment de la rigolade. L'élection présidentielle aura bien lieu. Absolument oui. Et puis, l'accord, nous allons respecter les termes de l'accord. Un point, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi on s'alarme à ce point, alors que l'accord a été signé le 31 octobre. On attendait l'arrangement particulier. L'arrangement particulier, si on règle la question de la modalité de la désignation du Premier ministre, et c'est fini. En ce moment-là, le Premier ministre est nommé, le gouvernement est formé, le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale, et après, nous aurons un gouvernement de large unité nationale qui permet justement de régler toutes les questions qui restent après le fichier électoral, c'est-à-dire les questions financières. Nous devons réunir les finances qu'il faut pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Voilà pour cet entretien. Dans le reste de l'actualité, il a fini sa vie en prison. Marcel Ntsourou, ancien numéro 2 des services de renseignement du Congo-Brazzaville, est décédé vendredi d'un arrêt cardiaque. Une enquête a été ouverte. L'ancien colonel avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité en 2014. Il était surtout tombé en disgrâce avec sa mise en cause dans l'explosion du dépôt de munitions de Mpila, quartier résidentiel de Brazzaville, qui avait fait près de 300 morts le 4 mars 2012. Les suites de l'affaire Barthélémy Dias au Sénégal. Hier, le député maire dissident de la majorité présidentielle était condamné à 2 ans et 6 mois de prison pour coup mortel lors des violences politiques en 2011. Le gouvernement sénégalais tient à répondre aux accusations de procès politique portées par M. Dias. Ce dernier estime en effet payer son positionnement dissident au sein de la majorité présidentielle. On écoute Sédou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement au micro de Sarah Sako. C'est une affaire qui quand même porte sur la mort d'un homme. Et on entend à tort et à travers accuser notre justice d'être aux ordres, ce qui est absolument faux et irrespectueux pour la magistrature. Il n'y a pas de règlement judiciaire des conflits politiques. Les conflits politiques se mènent sur le terrain, dans le cadre des relations telles que la démocratie les organise. Et de ce point de vue-là, il est recommandé pour chaque acteur politique d'avoir un comportement qui correspond à ce que prescrit la loi. En dépit du danger, ils ont décidé de tenter leur chance. Près de 900 personnes se sont lancées à l'assaut de la clôture séparant le Maroc de l'Espagne. 500 migrants sont parvenus à franchir la frontière. Le récit en images de Laurent Berstecher. Le sol espagnol à peine foulé, ces migrants laissent éclater leur joie. Ils sont près de 500 à avoir franchi vendredi la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Certains ont les mains en sang après avoir pris d'assaut la double clôture coiffée de barbelés qui entoure la ville. D'autres sont envoyés à l'hôpital suite à des affrontements avec les forces de l'ordre. Mais pour ces migrants, la douleur laisse vite place à l'euphorie, car ils ont la certitude d'être enfin arrivés au bout de leur périple. Aujourd'hui, on est en Espagne. Maman, il faut regarder ton fils. Je suis en Espagne, maman. Ceuta. L'enclave espagnole de Ceuta représente une des seules frontières directes entre l'Europe et l'Afrique, en faisant un point de passage privilégié pour les migrants. Chaque année, ils sont des milliers à tenter de franchir l'imposante barrière de 8 km de long, mais la plupart sont généralement interceptés par la police et reconduits à la frontière. En décembre dernier, plus de 1000 personnes avaient tenté de forcer le passage. Seuls 2 d'entre eux y étaient parvenus. Le 17 février marque le 6e anniversaire de la révolution en Libye. Si la dictature est bel et bien tombée, le chaos persiste. Un chaos social, sécuritaire et politique. Où en est la Libye 6 ans après la chute de Mouammar Kadhafi? Le point avec Antoine Mariotti et Sharon Gaffney. C'est devenu un rituel quotidien pour de nombreux Libyens. Faire longuement la queue devant les banques pour obtenir de l'argent liquide. Chaque jour, ces habitants doivent également faire avec les coupures d'eau et de courant. 6 ans après la révolution, ces Libyens n'ont donc pas la tête aux célébrations.
L'inflation, la hausse des prix nous a tous touchés. Nous avons des familles à nourrir, mais on gagne à peine notre vie. Je n'avais pas reçu le moindre salaire depuis la fin de l'année dernière. Je viens enfin de le recevoir. J'ai traversé des moments très difficiles financièrement. J'étais endetté, mais ça va un peu mieux. En termes de sécurité non plus, le paysage n'est pas idyllique. La situation reste même très chaotique. La faute notamment à une instabilité politique chronique. Deux gouvernements revendiquent le pouvoir. Celui soutenu par l'ONU a été mis en place l'an dernier, mais une grande partie de l'est du pays échappe à son contrôle. Dans cette zone, ce sont essentiellement les hommes du général Haftar qui mènent la danse. Ce chef militaire rejette le pouvoir du gouvernement reconnu par la communauté internationale. L'organisation de l'État islamique a largement profité de ces failles depuis la Révolution. Les djihadistes avaient même conquis de larges pans de territoire, autour de Sirte notamment. Mais les offensives menées contre eux, avec l'aide de services étrangers, leur ont fait perdre la plupart de leurs conquêtes. Le colonel Kadhafi n'est plus là, mais signe de leur désespoir, certains anciens rebelles en appellent désormais à son fils, Saïf al-Islam, pour réunifier le pays. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez sur France 24 tout de suite. Un nouveau journal.